en live streaming sur www.pressclub.ch. Bienvenue à vous et bienvenue aussi, évidemment, d'abord à nos intervenants. Une magnifique brochette, si je peux parler comme ça, hein, de dessinateurs de presse, d'illustrateurs, et qui, avec sous la haute direction de Fiammi, qui est ici à ma gauche, a réalisé un projet, ont réalisé ensemble un projet très très intéressant sur Jean de La Fontaine pour honorer le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine. Et c'est un peu un deuxième venu au club puisque vous étiez là l'automne dernier, c'était le mois d'octobre probablement, mois d'octobre, pour justement mettre en scène ces segments des poèmes de La Fontaine, juste à côté, chez nous, et avec les dessinateurs et dessinatrices qui sont là. D'autres n'ont pas pu nous rejoindre, comme Chapat aujourd'hui, mais qui étaient là aussi en octobre dernier. Et c'est là que vous avez produit, Fiammi, sous votre direction en tout cas, cette œuvre majeure, on peut le dire, que constituent ces vidéos que vous allez aussi nous montrer aujourd'hui. C'est vraiment un travail, en tous les cas, très original sur une célébrité ô combien grande d'une époque certes révolue, mais qui est encore très présente, dont l'œuvre est encore très présente avec nous. Voilà, et je vous cède tout de suite la parole. Et je vous invite aussi, en passant, à signer le livre d'or que vous pouvez passer et puis signer après. Voilà. Très bien. La place est à vous. Alors, voilà. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue donc au Club Suisse de la Presse. Je remercie d'abord donc le Club Suisse de la Presse qui, comme vous l'avez dit, nous accueille aujourd'hui, qui nous fait ce grand honneur et qui nous a accueillis donc il y a quelques mois pour un tournage exceptionnel, un tournage d'une série YouTube qui s'appelle Dessine-moi La Fontaine et qui a été le prétexte à inviter des dessinatrices et dessinateurs que j'admire. Certains, je les connais bien, d'autres, je ne les connaissais pas ou très peu. Et ça a été pour moi un vrai privilège de tourner ici, au Château de Pente, qui est un lieu juste enchanteur, qui conjugue nature et beauté. Et en fait, c'est pour ça que je suis venu ici, parce que je voulais, pour célébrer le 400e anniversaire de La Fontaine, un lieu qui ait ses propriétés et ses qualités. Et pour moi, le Château de Pente, c'est peut-être le plus bel endroit de Genève. Donc merci encore de m'avoir ouvert ces portes pour ce tournage où j'ai recréé mon atelier imaginaire, où donc la dessinatrice de 24 heures, Bénédicte, nous a fait le grand plaisir de venir. Adrienne Barman, qui est aussi une dessinatrice formidable, qui a notamment fait des encyclopédies mémorables, on peut dire. Gérald Hermann, qui est le grand dessinateur de la Tribune de Genève notamment. Il y avait aussi Patrick Chapat et Haïdé, qui est la mère du chat Milton. Alors, pourquoi nous sommes ici? C'est, vous l'avez dit, pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Moi, Jean de La Fontaine, je le fréquente depuis que j'ai l'âge de 8 ans environ. J'ai appris une fable à l'école, c'était Le loup et l'agneau. Et c'est la première fois que j'apprenais un texte par cœur. Et cette fable est restée dans mon cœur et dans ma tête toute ma vie. Elle m'a, déjà à 8 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. On perçoit, vous savez, les enfants perçoivent très bien l'humour. Ils perçoivent aussi, il n'y a pas plus philosophe que les enfants, ils posent des questions essentielles. Et La Fontaine nous pose des questions. Et on comprend très bien justement l'humour, le suspense et toute la tragédie aussi qu'il peut y avoir. Et donc, après, pendant une quarantaine d'années, je n'ai plus rien appris par cœur. Et un jour, j'ai été voir Roberto Benigni, vous savez, le grand acteur italien, qui a fait un spectacle qui s'appelle Tutto Dante, dans lequel il raconte la poésie de Dante, qui a 700 ans. Il la raconte, c'est très difficile à lire, mais lui la raconte d'une façon tellement belle qu'elle devient accessible, on s'amuse et on comprend tout. Et une fois qu'il a fini de lire ces poésies, il la récite. Et là, c'est juste merveilleux, c'est magique. Alors, évidemment, Benigni, c'est un acteur extraordinaire.
Il y a Lucchini en France qui fait des choses aussi fabuleuses. Moi, je ne suis pas du tout un acteur, je ne suis pas comédien, je ne suis pas littéraire, je suis juste un amoureux des fables de La Fontaine. Et ce que je veux, ce que j'essaye dans mon travail depuis plusieurs années, c'est de les mettre en valeur en s'amusant. La Fontaine écrit « Il faut instruire et plaire ». Il faut instruire et plaire. C'est exactement ce que j'essaye de faire. Vous savez, La Fontaine n'a rien inventé. Il le dit dans sa préface du livre des fables. Il dit qu'il doit tout à Ésope et qu'il n'est qu'un élément de cette chaîne merveilleuse, de cette sagesse plurimillénaire. Il faut bien voir que nous, on regarde les fables de La Fontaine avec, aujourd'hui, 350 ans d'écart. En fait, le 400e anniversaire de La Fontaine, l'année dernière. Mais du temps de La Fontaine, lui regardait Ésope avec 2000 ans d'écart. Et cette sagesse extraordinaire est en fait, de mon point de vue, la plus belle des philosophies parce qu'elle nous amuse, elle nous questionne et elle nous enrichit avec toute sa beauté. Et donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec nos amis? On ne fait que perpétuer ce qu'a fait lui-même La Fontaine de son temps. Il le disait modestement, lui, il l'a fait, il a essayé de rendre hommage aux fables d'Ésope en y ajoutant un peu de gaieté en plus. Parce que les fables d'Ésope ne sont pas en vers, elles sont très belles. Il y a déjà tout, il y a déjà tout. Toutes les idées, tout le suspense, l'humour, il y a déjà, mais il n'est pas aussi grinçant ou léger que celui de La Fontaine. Et lui, il va y ajouter des vers, de la beauté, il ajoute de la beauté à l'intelligence, il ajoute cet humour extraordinaire. Et donc, lorsque la perspective du 400e anniversaire de La Fontaine est arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi qui ai créé une série YouTube il y a quelques années qui s'appelle « Récite-moi La Fontaine », dans lesquelles je partage ces fables merveilleuses avec des groupes différents. Ça peut être des enfants, c'était le cas pour la saison 1, qu'on a tournée avec le Muséum d'Histoire Naturelle, 10 fables, les plus célèbres, les plus courtes, et uniquement avec des enfants. Et ça a donné des vidéos, une dizaine de vidéos d'une vingtaine de minutes qui sont en ligne, donc sur YouTube, sur fiami.ch. Et une fois que j'ai fait cette série, j'ai vu que ça marchait très bien, que les gens étaient tellement heureux, parce que La Fontaine, c'est du bonheur. Et le bonheur doit être partagé, et c'est ce que nous donne ce cadeau extraordinaire que nous fait La Fontaine. Une fois que j'ai fait donc cette première saison avec les enfants, j'ai eu envie d'essayer avec d'autres publics. Et ça a donné la saison 2 qu'on a tournée dans d'autres muséums d'histoire naturelle de toute la Suisse romande, à Fribourg, à Lausanne, à Sion, etc. Et on a ajouté d'autres groupes. D'autres groupes aux enfants sont venus s'ajouter des retraités et des personnes et même des étudiants suisses-allemands, donc des étudiants non francophones. Et ça marche. Et ça marche. La Fontaine, ça marche aussi avec des Suisses-allemands, ce qui est quand même extraordinaire. Et ça, c'était la saison 2. La saison 3, alors là c'est peut-être là, je me suis fait un cadeau, un vrai cadeau. C'est que j'avais écumé tous les muséums de Suisse romande. Je me suis dit, La Fontaine, il faut essayer d'élargir un petit peu, et puis il faut rendre à César ce qui est à César. Donc allons en France, puisque La Fontaine est quand même le plus grand auteur français, le plus grand des philosophes français, en tout cas, à mon sens. Et donc, il faut qu'on aille en France. Et on a la chance, à Genève, de vivre dans un endroit où on est entouré par des châteaux littéraires. On a le château de Coppet, qui était le fief de Madame de Staël, et donc on a été tourné chez Madame de Staël, sous son regard bienveillant. On a été au château de Voltaire à Ferney, chez Voltaire, donc c'est quand même pas mal non plus. On a tourné notamment les animaux malades de la peste, qui est une des plus belles fables qu'on ait jamais enregistrées. On a été aussi au château de Ripaille, chez Necker, et on a ensuite été encore au château de Vaux-le-Vicomte, parce que je voulais absolument qu'il y ait un lien avec un endroit où La Fontaine est passée. Donc si vous ne connaissez pas cet endroit, il faut vous précipiter. C'est au sud de Paris. C'est le château qui a donné envie à Louis XIV de faire Versailles. Et c'est juste une merveille absolue. Et on a tourné là-bas 2 fables, dont une s'appelle « À Monseigneur le Dauphin », qui est l'introduction aux fables. Et on l'a tourné sur la terrasse où Molière a présenté sa première pièce à Louis XIV.
Donc c'était juste un cadeau extraordinaire. Et donc, vous le voyez, à chaque saison, j'essaye d'ajouter des publics différents. À cette saison dans les châteaux, on a associé des personnes en situation de handicap. Et ça donne une fable aussi merveilleuse que je vous recommande de voir, qui est l'huître et les plaideurs. Et avec la perspective donc de l'année La Fontaine, de ce 400e anniversaire, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec encore un public différent. Et ce public différent que j'ai pu ajouter aux enfants, aux personnes âgées, aux retraités, et c'est des sportifs d'élite, et même des footballeurs professionnels. Et donc, on a eu l'honneur, moi qui suis un gamin qui avait des posters de footballeurs dans ma chambre toute mon enfance, c'était un rêve de tourner avec des footballeurs. Et j'ai proposé à 2 équipes professionnelles suisses, le Lausanne Sport et le Servette FC, de venir participer à cette saison 4 de Récite-moi La Fontaine, qu'on a tournée dans 6 bibliothèques prestigieuses de Genève et Lausanne, à la bibliothèque de Genève, au musée Voltaire, donc une autre demeure de Voltaire, à la fondation Martin Baudemer, à la bibliothèque de la fondation Art, qui est la plus belle bibliothèque que j'ai jamais vue, bibliothèque de la fondation Art, et puis à la bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne, de Rippon, et encore dans 2 autres, et à la bibliothèque de l'ONU, qui est tout près d'ici, que vous connaissez certainement tous, mais ce sont des bibliothèques où les gens normaux, on va dire, ont de la peine à rentrer. Et donc le but, c'était de les mettre en valeur aussi. J'essaye de mettre en valeur non seulement La Fontaine, mais les participants à ces séries, et puis aussi ces sites extraordinaires que pas tout le monde connaît, finalement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les différents objectifs. Donc aujourd'hui, on va parler de cette saison 4 de Récite-moi La Fontaine, mais avant, on va d'abord faire un petit détour par une nouvelle série qui s'appelle Dessine-moi La Fontaine. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette saison 4 de Récite-moi La Fontaine était prévue pour le début de l'année La Fontaine, et le Covid a tout chamboulé. Il a fallu tout revoir, tout annuler, tout reproduire, tout recommencer, etc. Et comme je tourne avec des groupes, le Covid faisait que c'était très difficile, c'était impossible de tourner avec des groupes. Donc je me suis creusé la tête pour essayer de me dire qu'est-ce que je pourrais faire comme alternative. Et tout d'un coup, j'ai pensé, mais bien sûr, je pourrais faire La Fontaine. Toutes ces fables ont été illustrées dès le départ, dès les premières publications, dès la toute première publication, il est illustré par des grands dessinateurs. Et ce sera le cas au fil des siècles. Il y a Gustave Doré au XIXe siècle qui a fait probablement les illustrations les plus célèbres et les plus belles. Et il y a Chagall aussi, Chagall qui a fait des peintures, des fables de La Fontaine, des gouaches peut-être, je crois que c'est des gouaches si je ne dis pas de bêtises, qui sont extraordinaires. Et figurez-vous qu'au XXIe siècle, il y a maintenant des dessinateurs aussi fabuleux. Un s'appelle Hermann, l'autre Adrienne Barman, Bénédicte, Chapat et Haïdé, qui ont illustré ces fables en direct. Mieux que Chagall et mieux que Gustave Doré, parce qu'eux, ils faisaient ça dans leur atelier. Vous n'avez pas eu peur. Vous avez eu peur, mais ça ne s'est pas vu, et vous l'avez dessiné en direct. Et c'est ce que je trouve formidable avec cette série, c'est qu'elle crée de fait une archive audiovisuelle de 5 parmi les dessinateurs suisses les plus performants au sommet de leur art. Et ce sera une archive qui va rester. Parce que peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on se dira, tiens, comment dessinait Hermann, ou comment dessinait Adrienne, ou comment dessinait Bénédicte ou Chapat. Et ça restera autant. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde les dessins de Hergé, ou de Maurice, ou de Franquin, ces gens-là, leur seul nom pour moi, ça me fait presque des frissons, c'était des dieux, c'était des gens qui ont illuminé mon enfance, comme l'ont fait d'ailleurs La Fontaine. Et quand je les revois aujourd'hui dans certaines émissions dessinées, je trouve ça toujours tellement beau. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette émission. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir eu le courage d'accepter, parce que le but, c'était de dessiner, mais aussi d'évoquer La Fontaine. Et vous l'avez fait avec plaisir, parce qu'on a tous, La Fontaine, on le connaît tous un petit peu, d'une manière ou d'une autre, et vous l'avez tous fait avec grande sympathie, et j'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois, donc je vous remercie.
Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que on va regarder ensemble une des 5 vidéos qu'on a tournées, et on va regarder la vidéo qu'on a tournée avec un des absents du jour. C'est donc Patrick Chapat. Et je vous laisse lancer la vidéo, puis on reprendra la discussion juste après. Merci. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je cherche l'atelier de Maître Fiammi. Alors ouais, vous suivez le sentier, vous tournez à droite, vous montez à gauche et vous y êtes. D'accord. On vous a jamais dit que vous ressemblez à Chapat, le dessinateur? Qui ça? Ben oui, Chapat, le dessinateur de la NZZ, du New York Times, du Temps, du Canard enchaîné. Bon bah non, de toute façon, moi je lis que le messager boiteux. Allez, bonne journée. C'est dingue ça. Il a la gueule de Chapat et il connaît même pas Chapat. Mais, Maître Fiammi. Père Chapat, comment ça va? Ça va et vous-même, c'est vous que je cherchais. Mais quel plaisir. T'as trouvé facilement? C'est votre atelier? Ouais, c'est mon atelier. Mais c'est joli, c'est fort joli. Donc t'es là maintenant? Ouais, je suis ici et puis écoute, je te dis, pour moi c'est vraiment le paradis parce que j'ai cette vue extraordinaire, je suis dans la nature et je me disais que pour parler de La Fontaine, parce que je te rappelle qu'on va parler de La Fontaine, c'était l'endroit idéal parce qu'il concilie nature et beauté. Et pour moi, La Fontaine, c'est la nature et c'est la beauté. Et t'as une vue imprenable sur les corbeaux, les lièvres? Et les renards. Les renards. Et les renards qui passent régulièrement, Ouais. donc voilà. C'est pas mal. Ouais. J'invite dans mon atelier des dessinateurs que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais tous, je les admire. Et toi, tu sais que je t'admire depuis très longtemps. Oh, arrête. Non, mais je te le dis. Oh, mon petit Fiammi. Je te le dis. Si c'était pas une période Covid, on s'embrasserait. Non, mais Hein? on le fera après. Mais tu sais que je t'admire depuis très longtemps. Et en fait, ça remonte. J'ai essayé de me dire, mais depuis quand je connais ce type? Depuis quand je connais ce type? Ça fait quand même un petit moment. Mais je t'ai découvert pour le concours Calvin revient, où on avait participé tous les deux. C'était la première fois que je faisais un concours de bande dessinée. Oui, moi aussi d'ailleurs. Et j'avais fait 4 pages qui étaient désopilantes, qui étaient vraiment à se tordre de rire. J'en étais très content. C'était vraiment, je me suis dit, là, je vais gagner. Parce que j'étais vraiment content. Des fois, je fais des trucs qui sont pas bons, je le sais. Là, je me suis dit, je vais gagner. Je m'en souviens, j'arrive dans la salle, et je vois les gens qui passent, qui rigolent en les regardant. Je me suis dit, ah, ça va bien marcher. Et là, je m'avance dans la salle, je regarde les autres, je me dis, ouais, ça devrait aller. Puis j'arrive sur tes planches, et là, c'est moi qui étais mort de rire. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Ce type est en tout cas aussi drôle que moi, et en plus, il a du talent. Ce Saligaud dessiné déjà comme un dieu. Tu avais 18 ans, je crois, non? Ouais, poil plus jeune encore. Ouais, peut-être. 18 ans. Et on s'est rencontrés, et puis on s'est retrouvés après quelques années. Mais donc, il faut juste préciser qu'on a partagé le prix de l'humour. Oui, on n'a pas eu le Grand Prix. On a partagé le prix de l'humour. Donc, ce qui était un peu vexant, parce qu'on se dit, 1, on n'a pas eu le Grand Prix. Ouais. 2, on partage le prix. D'ailleurs, c'était quoi ce prix? C'était pas grand-chose. On a fini par partager une amitié. Je sais pas, exactement. Donc c'était voilà. le plus beau des prix. On a partagé l'amitié, exactement. Et oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu sais qui a eu le Grand Prix? Est-ce que tu t'en souviens? Bigre. C'était les frères Baqueta. Ouais. Et figure-toi qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, je me fais masser une fois par mois par les frères Baqueta. Soit l'un, soit l'autre, et c'est des types formidables. Mais quelle revanche. Si je te parle de La Fontaine, si je te dis La Fontaine, à quoi tu penses? La Fontaine, c'est un ami parce que ces fables sont devenues une référence universelle. Elles nous racontent des petites histoires que tout le monde connaît. Et donc c'est un ami du dessin de presse. C'est les petites paraboles de La Fontaine, les petites leçons de morale. Ça fait penser un petit peu au dessin de presse, qui essaye pas d'être moralisateur, parce que ce serait dommage. Un dessin moralisateur, c'est un peu lourd. Mais c'est ça qui est beau chez La Fontaine. Il y a toujours une morale dans les fables. Oui, mais il n'est pas moraliste. Voilà. Mais il n'est pas moraliste parce que ce qui est beau chez lui, c'est la légèreté de la forme. C'est la langue, en fait. C'est la musique.
un autre point commun aussi, évidemment, c'est l'humour. C'est l'humour et c'est la précision. Parce que tu es aussi quelqu'un de très précis, non seulement dans tes traits, mais aussi dans tes mots. Et cette précision du mot est un autre point commun. Et aussi le côté très succinct. Il faut aller très vite. Ouais. Et les fables de La Fontaine vont vite au but. La Fontaine disait « Les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. » Ah, c'est beau, non? Ouais. Tu vois, on est dans cette... Mais c'est la musique, hein. Oui, c'est ça, c'est de la musique. La Fontaine, c'est de la musique. Et moi, je me demandais encore une chose. Est-ce que, quand tu étais petit, tu as appris une fable de La Fontaine, ou est-ce que, par exemple, ta mère... Est-ce qu'au Liban, j'imagine La Fontaine est une star au Liban, non? Il y a cette photo quand j'étais petit où on est alignés, les 3 frères. C'est à Genève. Là, on est revenu de Singapour. Je suis né au Pakistan. Enfin, tu connais l'histoire. Et il y a ma maman libanaise avec ses r qui recoulent, qui nous lit les fables de La Fontaine. Alors, le corbeau et le renard. Mais je les ai oubliés depuis, parce que ce qui est beau, c'est de connaître par cœur et d'oublier. Ouais. Comme ça, quand on retrouve, par exemple, Rimbaud, le bateau ivre, je le connais par cœur, je l'ai oublié, réappris, réoublié. Comme ça, quand je le redécouvre, parce que ça me permet quand même de dire que je suis totalement foudroyé par Rimbaud. T'es un rimbiste. Totalement. Voire un rimbard. Rimbaldien. Et donc, La Fontaine, exactement au coucher, le soir, dans la voix de ma petite maman. Qui vous lisait les fables. Et celle qui m'est vraiment restée, c'est pas très original, c'est quand même le corbeau et le renard. Il y a un autre mot que tu as prononcé et qui m'a fait très plaisir, c'est l'amitié. Il est possible que La Fontaine ait été un encore meilleur ami que toi. Meilleur ami? Un meilleur ami, parce que La Fontaine il allait manger avec ses potes tout le temps. Il cultivait l'amitié. C'était pas un mari terrible. Il était jamais à la maison. C'était pas un mari terrible. Ouais. Il faut le dire. Sa femme, si elle était là, elle dirait La Fontaine. Ouais, alors là, pas terrible. Hein. Son fils, je sais pas ce qu'il dirait aussi. Mais ses amis te diraient, c'était le meilleur gars du monde. C'était le meilleur gars du monde. Il a cultivé l'amitié toute sa vie. Est-ce que tu connais quelques-uns de ses amis par hasard? Non, vas-y, dis-moi. Alors, il y en a un, peut-être, on a entendu parler, il s'appelait Molière. Ah oui, bien sûr. Voilà. Un autre, j'ai entendu parler. Ça dit quelque chose. Ouais. Un autre s'appelait Racine. Donc, là, tu sais que je demande à chacun de mes invités de m'illustrer une fable. Et toi, est-ce que tu serais éventuellement d'accord d'illustrer la fable La cigale et la fourmi? Je sais pas si tu la connais. La cigale et la fourmi. Ouais, ça dit quelque chose? Ah oui, c'est un tube là. Hein. C'est le tube. C'est Let It Be des Beatles, c'est Beat It de Michael Jackson. Exact. C'est tout ça réuni, et c'est la cigale et la fourmi. Donc un petit dessin comme ça improvisé. Si ça te va. Mais d'accord. Elle a une drôle de gueule, ta cigale, si je peux me permettre. Non, regarde, tu la reconnais là. À moins que ce soit... Tu la reconnais là. Ouais, là ça commence. Ça vient. Je sens que ça vient. C'est forcément la cigale, ça. Toi-même, tu es musicien? Du tout, d'ailleurs, ça se voit à ma guitare là. Je sais pas ce que je dessine. C'est une guitare du XVIIe siècle, non? Ok. Il y a une corde, hein, c'est juste. Ouais, plus ou moins. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, et puis quand on voyait dessiner, tu sais, Hergé ou Franquin, c'était tellement merveilleux. Hermann. Et là, maintenant, je vois défiler dans mon atelier des gens qui font exactement la même chose. Et je peux te dire que pour moi, c'est un vrai cadeau. C'est un cadeau, c'est un rêve de gamin. Jamais j'aurais pu espérer une chose pareille, et je trouve ça merveilleux. Je revois Hergé en train de dessiner le professeur Tournesol et le capitaine Haddock pendant que tu fais ta cigale et ta fourmi. Qui a une drôle de gueule aussi, ta fourmi. Hein? Mais tu l'as reconnue aussi, la fourmi. Ouais, je sens que ça vient. La fourmi. Elle n'est pas très prêteuse, la fourmi, non? Non, elle n'est pas...
Elle n'est pas très sympa dans cette histoire. C'est là son moindre défaut. Non, mais bon, est-ce que la morale de la fable est si claire que ça, en fait? Alors ça, c'est intéressant. Hein? Pour toi, qu'est-ce qu'elle dit, cette fable? Parce que l'une n'est pas prêteuse, mais l'autre n'a... Ça dépend que, en fait, c'est une fable qui conforte les gens dans leur point de vue, je pense. Si on est fourmi, on se dit, ah bah ouais, elle a bien raison, la fourmi, hein, parce que alors l'autre, il a rien foutu, il a fait que chanter tout l'été. Et puis si on est plutôt cigale, plutôt artiste, on se dit quand même, c'est dégueulasse, cette fourmi qui reste si près de ses sous, alors qu'on a contribué à la beauté du monde à travers l'art. Non? Je pense qu'il y a ça, puis en même temps, c'est la qualité de La Fontaine, c'est qu'il nous fait toujours réfléchir. C'est que quelque part, il nous questionne sur nous-mêmes, parce qu'on se dit, mais moi finalement, mais qu'est-ce que je ferais à sa place? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où je suis plus l'un que l'autre? Et moi, c'est ce qui m'épate. C'est que, je te dis, il nous questionne. Il nous questionne ou il nous renvoie à nous-mêmes. Voilà. Oui, il nous conforte un peu. Aussi. Est-ce qu'on s'identifie à un des personnages ou est-ce qu'on se remet en question à travers... ça dépend. C'est comme un dessin de presse un peu, encore une fois. Excellent. Ben voilà. La cigale et la fourmi, version moderne. Est-ce que ça vous va, monsieur? Mais ça me va très bien. Je te remercie. C'est parfait. Tu sais que donc j'ai partagé ces fables avec des groupes très différents. Et puis ça donne des petites vidéos qu'on met sur YouTube. Et on a fait avec La cigale et la fourmi, comme tu l'as dit justement tout à l'heure, c'est le grand succès de La Fontaine. Je l'ai déjà fait 2 fois. Une fois avec des enfants. Et une fois, avec des personnes âgées, des retraités, au musée de zoologie de Lausanne, et ça donne une vidéo merveilleuse. Je sais pas si tu l'as vue, mais je l'ai toute vue. C'est une des plus drôles. Les gens sont formidables. Mais tout d'un coup, je pensais qu'on regarderait celle-ci ensemble maintenant, mais tout d'un coup, je me suis souvenu que je l'avais fait aussi une 3e fois avec notre ami Thierry Hott. Ah. Et donc, tu sais, on rend souvent hommage aux morts. Et là, moi, j'aimerais qu'on rende hommage à un vivant, et peut-être au type le plus vivant que je connaisse. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Thierry Hott? Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit? Bon, tu as mentionné le moment où on s'est rencontré, le prix de l'humour partagé en 2. J'ai la moitié du prix chez moi, déchiré au milieu. Et ensuite, on a été aussi réunis, et tu avais commencé avant moi d'ailleurs. Ouais, et je t'ai recommandé. Tu es recommandé, hein, si je peux me permettre, tu es recommandé. Écoute, oui. Et donc, à Thierry Hott, parce qu'il s'agissait d'un magazine qui était un supplément du journal La Suisse. Et Thierry Hott était en charge du supplément culture, ciné-regard, dessin, cinéma. Ouais, mais c'était tout. Un ton à la Libé, un ton assez déconnant avec des jeux de mots. Et alors une cour des miracles en guise de rédaction. Il y avait un chauffeur de tram qui arrivait en uniforme, il y avait un punk qui arrivait avec sa crête, il y avait Fiami, c'est vous dire. Et un beau jour, je me suis présenté, j'ai présenté mes dessins, etc. En fait, en réalité, je les avais présentés au rédacteur en chef du journal pour dessiner pour le journal La Suisse. Et là, il m'a renvoyé à Ciné-Regard. Et voilà, on s'est retrouvés à Ciné-Regard. Exactement. Et avec Thierry Hott, un personnage extraordinaire. Qui était un type qui travaillait toute la nuit, qui travaillait comme un fou, et qui était formidablement énergique et sympathique. Ouais. Nom de Dieu. Nom de Dieu, il faut y aller là, il faut le faire. Nom de Dieu. Exactement. Et ce type formidable, donc on a connu quand on avait plus ou moins 20 ans, quelques années plus tard, il a eu un petit souci. Une tumeur. Il a une tumeur au cerveau. C'était une tumeur. Et donc, il est toujours de ce monde, Dieu merci, parce qu'il fait des superbes dessins. Il est devenu... c'est devenu un dessinateur extraordinaire. Alors là si tu permets, je complète un petit peu la présentation. Donc, il a sa tumeur. Et est-ce que tu sais quels sont, quand il s'est réveillé après l'opération, tu sais quels sont ses premiers mots? Nom de Dieu. Ça fait chier. C'est les premiers, parce qu'il avait perdu tout son vocabulaire. Ouais. Il avait perdu ses mouvements. Et les premiers mots qui sont arrivés, ça fait chier. Mais il l'a dit avec joie. Ça, il a dit avec joie, avec sa joie et son bonheur, parce qu'il pouvait reprononcer des mots. Ouais. Et petit à petit, il a retrouvé son vocabulaire, il a retrouvé sa mobilité, il s'est mis à marcher. Il a traversé le Jura dans toute sa longueur. Il a été à Nice à pied depuis Genève.
Et en plus, c'est devenu un brillant dessinateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ses dessins sont merveilleux. Oui, et j'en ai quelques-uns, et toi aussi. Il se donne, depuis qu'il a eu cette aphasie sur laquelle il a pu travailler, un journaliste qui perd les mots, c'est quand même fou. C'est fou. Mais ça dit tout de son tempérament, de sa volonté, de son courage, de ce chic type. C'est qu'il a remonté la pente, comme tu l'as dit, et il se donne des défis incroyables. Moi, je serais incapable de faire les marches qu'il fait, lui. Et entre deux défis, il passe son temps à dessiner au Café du Rond-Point ou ailleurs, où on le voit avec ses craies, et il fait des expositions. Donc, tu vois, il avait tout à fait sa place ici, dans cet atelier de dessinateur, entre nous. Ça a été un trait d'union, et encore une fois, c'est un ami. La Fontaine célèbre l'amitié, il était normal qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Ouais. On est d'accord ? Un ami, un artiste. Exactement, un vrai, avec une femme extraordinaire. Et donc, pour lui, de dire une fable, c'est une véritable entreprise. C'est comme s'il devait marcher pendant des jours et des jours. Un petit souci. C'est pas grave. Donc il y a la fin là qui s'est un peu coupée, mais vous pouvez voir ça sur Internet. Vous verrez la fin de cette vidéo sans problème. Donc vous pouvez la voir. Donc vous faites soit YouTube, vous tapez Fiami ou vous faites fiami.ch. Donc ce que je vous propose maintenant, je ne sais pas si dans la salle il y a des questions ou en ligne, si les personnes souhaiteraient poser des questions aux dessinatrices et dessinateurs qui sont présents parmi nous, ou je ne sais pas si vous avez, peut-être on peut commencer comme ça, est-ce que vous auriez une réaction sur ce que vous avez vu ou sur l'expérience que vous avez vécue ici au château de Pente avec Jean de La Fontaine. Herman. Bon, d'abord, c'était un bonheur de voir Chapat, qui est le plus intelligent d'entre nous et qui a un regard splendide sur La Fontaine, et surtout, il a ce trait magique. Je pense que c'est un bonheur pour tout le monde de voir Chapat dessiner, et quand on est dessinateur de presse, c'est encore un plus grand bonheur parce qu'on apprécie vraiment sa virtuosité. Et donc, oui, c'était un très beau moment. Je te remercie d'avoir pensé à nous pour cette série, parce que justement, ce La Fontaine, c'est une personne qui est trop connue, et donc quand on connaît trop bien, on croit trop bien connaître, on croit, et il y a plein de choses qui nous échappent. Et alors je te remercie de m'avoir donné l'occasion de le redécouvrir, parce qu'on n'arrête pas de redécouvrir La Fontaine. Je l'ai découvert évidemment comme enfant, je l'ai découvert, hélas, à l'université, et là c'était quelque chose de beaucoup plus chiant, parce qu'on faisait ça sous la direction de profs d'Uni qui étaient en pleine vague structuraliste, donc on étudiait chaque poids de chaque mot, et ça devenait tout de suite beaucoup moins rigolo. Et puis grâce à toi, je l'ai un petit peu retrouvé à mon âge, c'est-à-dire libéré du regard de l'universitaire, avec quelques années de plus, et donc avec la joie de trouver un homme, un poète, un philosophe, un type dont je me suis rapproché un peu avec l'âge, avec le temps. Et donc, ça a été une occasion formidable pour moi, et je te remercie de ce moment. Je ne sais pas si... Ah oui. Alors, merci beaucoup, Fiami, de nous avoir invités dans ces lieux magiques. Et en compagnie de La Fontaine. C'est vrai que c'était un plaisir de le redécouvrir. C'est vrai que le plateau, tout était assez formidable. Et puis être là aujourd'hui et voir Chapat, oui, c'est super. Sauf qu'il a quand même oublié la sangle de la guitare qui tient toute seule dans l'air. Hein. C'est pas grave. C'est un amateur. C'est un amateur. C'est pas grave, il n'est pas physicien. C'est normal. Non, mais c'est vrai que c'est très sympa de voir ces vidéos.
Et puis, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait ensemble, on ne s'est pas vu sur le moment, mais d'être réunis tous les 5 sur ce projet, parce que finalement, je vous ai connus tous à des moments différents. Et ça, c'était un vrai plaisir. Et puis dessiner en direct, bon, c'est toujours un petit peu un défi. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça ici. Chapat, peut-être, il est plus à l'aise, mais c'est aussi... J'étais impressionné de la vitesse à laquelle il dessine. Vous n'avez pas trouvé? C'est incroyable. Il va vite. Non? Oui, tout à fait. Non, mais il a ce don. Chaque trait devient dessin chez lui, alors que moi, je suis de l'ère Tipex. Et donc, je fais beaucoup de repentir. Bah, en tout cas, ça s'est pas produit le jour du tournage. Hein. Oui, mais ça a quand même été une espèce de torture, parce que qu'est-ce que c'est qu'un dessinateur de presse? C'est un humoriste coincé. C'est quelqu'un qui aime faire ses petits gags dans son coin et qui aime ne pas être là quand les gens regardent le dessin pour rire ou surtout pour ne pas rire. Et donc, c'est toujours un peu une épreuve d'être filmé, d'être dans l'interaction, et ça a été excellent de refaire. Alors là, on retrouvait nos jeunes années en retrouvant La Fontaine, mais aussi en retrouvant un petit peu le stress de l'examen. Oui, c'est vrai. J'ajouterais, j'ai beaucoup aimé ta présentation sur ces archives qu'on verra dans 30 ans. Ah, voilà comment dessiner, machin. Moi, je me dis qu'on dira plutôt, tiens, qui c'était, machin. Peut-être, oui. Les dessinateurs de presse, c'est assez éphémère. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est chouette de l'avoir fait, vraiment. Ouais. Alors, si les dessinateurs de presse sont éphémères, les illustrateurs le sont peut-être beaucoup moins. Et là, on a une grande illustratrice, c'est Adrienne Berman. Donc, qu'est-ce que toi, ce projet t'a apporté? Est-ce que tu as eu du plaisir à y participer? Alors oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai appris encore plein de choses parce que, moi je viens du Tessin, donc les Fables de La Fontaine c'était un peu moins quelque chose qu'on regardait moins à l'école par exemple. Mais du coup j'ai redécouvert des choses, puis j'adore regarder tes vidéos YouTube, j'ai l'impression de redevenir une petite gamine qui s'émerveille devant les mots, parce que moi voilà, je travaille avec les images, donc les mots pour moi ça... beaucoup moins d'importance parce que voilà, je ne suis pas dessinatrice de presse non plus. Donc c'est quand même une différence avec vous deux, je pense. Donc, Mais tu n'es pas dans le même temps. Les dessinateurs de presse sont très pressés. Toi, tu as peut-être plus de temps ou moi, j'ai plus de temps. Il n'y a pas forcément... j'ai beaucoup aimé le dessin de Bénédicte qu'elle a fait pendant le tournage parce qu'il y a de l'humour derrière que moi, par exemple, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Comme ça, moi, peut-être il me faut des mois avant de trouver une petite phrase. Mais du coup, je trouve que c'est... Ouais, il y avait... avec Haïdé aussi, elle est plutôt illustratrice aussi. Donc, il y avait vraiment ces deux manières de dessiner qui sont très différentes, je trouve, de la manière de réfléchir au dessin. C'est juste, moi c'est ce que j'ai ressenti aussi, cette complémentarité entre les dessinateurs de presse d'un côté et puis les illustrateurs. Mais ce que je trouve très beau, en tout cas moi ce qui m'a ravi, c'est de vous voir à l'œuvre, de voir le dessin se dessiner progressivement. Moi je trouve ça toujours magique. Et on voit que chacun le fait un petit peu différemment. Et par exemple, Haïdé qui n'est pas là aujourd'hui, quand elle dessine son chat Milton et puis tous ses rats, on voit qu'elle s'amuse et qu'elle compose son dessin en le dessinant. Les idées lui viennent en gratouillant. Et ça, je trouve assez merveilleux. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas y aurait-il éventuellement des questions dans cette auguste assemblée ou en ligne, je ne sais pas. D'accord. Si vous me permettez, ça me ferait plaisir de débattre un petit peu et de discuter. Vous êtes, vous, plutôt des gens de l'actualité, moins l'illustratrice peut-être, mais en tout cas dessinateur de presse. Vous êtes des gens qui regardent l'actualité, qui la réinterprètent. Est-ce que le fait de parler, d'illustrer un La Fontaine, est-ce que vous avez été un peu désemparé? Parce que là, on est à 400 ans, on est dans du sociétal, dans de la poésie.
Est-ce que, au moment de faire tirer vos premiers traits, ça a été difficile ou comment est-ce que vous avez appréhendé cela, Bénédicte Herrmann? Alors moi, non, pas du tout. Au contraire, je me sentais assez à la maison, dans le sens où j'ai l'impression que La Fontaine faisait une sorte de dessin de presse en texte, en fait. Il met des personnages un peu, des archétypes, une situation dans laquelle on peut se retrouver, et puis il en tire quelque chose d'un peu satirique. Donc je trouve que c'était assez naturel. Intéressant. Herrmann? Bon, c'est vrai que c'est pas le même matériau que ce qu'on a d'habitude. Hein. Nous, justement, on est dans la mousse en tant que journaliste, c'est-à-dire on est dans l'événement, parfois dans l'insignifiant. Là, on est dans quelque chose de très très profond. On est dans l'humain, donc ça fait peut-être un petit peu peur. Maintenant, cette peur, elle est complètement compensée par le fait qu'il nous offre déjà tout le matériau, puisqu'il y a quelque chose d'invraisemblablement visuel, et donc on récite ces fables et les images se précipitent. Donc on n'a que l'embarras du choix avec lui. Adrienne, comment vous avez appréhendé La Fontaine? Alors vous traitez pas mal de sujets de société aussi, hein, dans vos illustrations, je dirais. Un peu moins maintenant. Un peu moins maintenant, bon. Ouais. Mais est-ce que vous étiez tout de suite à l'aise avec ces fables de La Fontaine à illustrer? Ouais, alors moi j'ai dû vraiment relire plusieurs fois l'introduction, justement pour comprendre vraiment, parce que c'est pas forcément un langage que j'utilise au quotidien, donc il fallait se mettre dans le bain. Et puis après, c'est quand même quelque chose qui m'est assez familier, parce que quand on illustre une histoire de quelqu'un d'autre, ben on est déjà, justement, il y a déjà beaucoup d'images qui apparaissent dans la tête, et puis il faut juste choisir le bon moment. Ouais, c'est un exercice, mais qui était assez sympathique à faire. On avait un peu l'embarras du choix, je trouve. Ce rapport, Fiammi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce rapport au public, au fond, qui est assez intéressant. Hein. Vous êtes, je ne vous connais pas tous dans vos façons de travailler, bien sûr, mais souvent un dessinateur de presse travaille de façon un petit peu isolée et ensuite va soumettre un peu ses esquisses, ses idées, essayer de tâter un peu le terrain. Est-ce que là, vous retrouvez face caméra, en sachant que cette vidéo, si j'écoute Fiammi, est là pour la postérité, donc dans 200 ans, on va revoir votre trait, votre plume et vos idées. Est-ce que ça a un effet, comment dire, qui vous a bloqué? Est-ce que ça peut avoir un effet bloquant? Ou quel est ce rapport au public, au fond? Et comment est-ce que vous travaillez normalement? Et quelle est la différence avec le travail que vous avez fait dans le cadre de Fiammi? Quant à moi, je l'ai fait en toute innocence. Alors justement, quand on est dessinateur de presse, on ne pense absolument jamais à la postérité. Et on pense justement qu'on va être oublié le lendemain. C'est ce qui nous donne un petit peu ce sens de la légèreté. Et j'avoue que je n'ai pas pensé même au pouvoir de l'image. Je suis désolé pour Fiammi, mais j'ai considéré que c'était un petit peu comme un journal, qu'une vidéo n'a pas forcément non plus vocation à durer des centaines d'années. Je pense que La Fontaine survivra à ces vidéos. Alors Fiammi, vous voulez entrer dans la légende comme La Fontaine, au fond? Non, pas du tout. Il faut bien reproportionner ça. C'était bien sûr un clin d'œil, mais ce qui n'est pas un clin d'œil, c'est que en fait, ces vidéos vont rester dans le sens où on pourra les consulter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui admirent nos amis, qui ont de tous les âges. Il y a des enfants qui vous admirent tous les jours dans vos dessins, dans les livres que vous publiez. Ces enfants, dans une cinquantaine d'années, eh bien, ma foi, ils se souviendront peut-être qu'ils vous ont vu maintenant et ils auront peut-être envie de partager ce moment avec leurs petits-enfants ou leurs enfants eux-mêmes, parce que c'est le propre, c'est une des qualités de La Fontaine, c'est qu'il traverse toutes les générations, et ce depuis 350 ans. C'est quand même extraordinaire.
Donc c'est dans ce sens-là où je pense que, après, c'est pas nous qui déciderons si ça devient vraiment une archive. On l'offre. Les gens en feront bien ce qu'ils voudront, mais au moins, en tout cas, je peux vous dire que moi, quand je regarde les émissions de Bernard Pichon, pour ne pas le nommer, le musée des bulles, c'est merveilleux ce que Bernard Pichon a fait. Quand il invitait justement Hergé, Maurice, Franquin, qui les faisait dessiner en direct, pour moi, pour l'enfant que j'étais à l'époque, et pour l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est toujours aussi merveilleux. Je pense qu'on a fait quelque chose un petit peu dans ce genre avec ce modeste programme qui n'a aucune prétention. Moi, j'ai aucune autre prétention que de m'amuser et de rendre hommage au travail extraordinaire de La Fontaine. Il disait, encore une fois, il faut instruire et plaire. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Une des choses qui caractérise les fables de La Fontaine, c'est le fait qu'elles ont une morale. Et je trouve intéressant de le mettre en rapport avec vos œuvres, entre guillemets. Est-ce que dans votre réflexion et dans votre travail, il doit aussi y avoir une morale, parce que vous avez une critique, clairement une critique de la société, une critique de l'actualité, mais est-ce qu'elle doit déboucher, est-ce qu'elle débouche sur une morale? Est-ce que c'est ça éventuellement qui vous rapproche aussi ou pas de La Fontaine? Bon, Bénédicte et puis... J'ai envie de dire surtout pas, mais je ne sais pas sur quoi je me base, mais j'ai pas du tout envie de donner une leçon, mais c'est vrai que par contre je vais quand même mettre parfois mon avis dans le dessin. Mais j'aime bien le faire de manière à ce que ça soit pas trop évident, pas trop plombant. Enfin, voilà. Mais par essence même, votre dessin, il est critique, il porte un message, et derrière, on peut y voir une... Mais vous essayez d'éviter la morale, toutefois. Oui, on n'est pas objectif du tout, c'est vrai, hein, on est très injuste des fois aussi. Mais la morale... la morale, c'est pas drôle, donc ça marche pas. Mais vous êtes un affreux moralisateur, Herman. Allez-y, expliquez-nous. Alors, il y a la tentation de la morale, toujours, évidemment, qu'un dessinateur de presse n'est jamais objectif. On a toujours la tentation de l'éditorial, comme le journaliste, mais on le fait à notre manière. Et justement, comme on a une pensée peut-être moins élaborée, je pense que souvent, ce qui amène le dessinateur de presse justement vers l'humour, c'est qu'on n'est pas tant des moralistes que des gens qui doutent. Et donc, un des rôles du dessin de presse, c'est de mettre des points d'interrogation plutôt que des points d'exclamation. Mais c'est là que c'est assez intéressant, parce qu'on croit toujours que La Fontaine est un moraliste. Mais il n'est pas aussi pesant que ce qu'on pourrait croire. Pensons à La Cigale et la Fourmi. Alors, quand j'étais gamin, je me disais, mais j'étais un peu atterré, c'était horrible ce qui arrivait à cette pauvre cigale. Mais si on y repense, la cigale est complètement déconsidérée dans cette fable. Mais qui est-elle, cette cigale? C'est quand même le poète. Et donc, La Fontaine serait en train de dire pique-pendre de la cigale. On n'y croit pas tout à fait. Et on se dit que, malgré tout ce qu'il dit, il y a un sens caché. Quand on regarde le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais d'accord, mais en l'occurrence, il nous l'a démontré par la raison. Et par le fait, justement, d'utiliser la raison, il nous montre que ce qu'il est en train de nous dire est complètement faux. Donc il y a toujours quelque chose de très pervers, de très intelligent, et méfions-nous des morales de La Fontaine. Fiammi ? Je crois qu'il est surtout très léger, c'est tout en finesse, La Fontaine. Et encore une fois, il n'y a pas de morale, il nous questionne, il nous met face à nous-mêmes. Et il nous met face à nous-mêmes avec humour. Et c'est pour ça que c'est le plus grand des philosophes, la plus belle des philosophies, à mon sens. C'est parce qu'on s'amuse en se questionnant. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Et c'est l'autre chose aussi, qui est très importante, c'est qu'il est toujours actuel. On a dit la base de ses fables a plus de 2000 ans, lui il a 4 siècles, mais c'est toujours aussi actuel, ces fables, et ça marche toujours aussi. J'enchaîne peut-être sur la deuxième partie des présentations
qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a présenté Dessine-moi la fontaine, et puis on va parler aussi de la série Récite-moi la fontaine, à moins que vous ayez encore une question. Allez-y, je crois que c'est vous qui faites le timing. Ça va. Et donc, en fait, cette série Dessine-moi la fontaine présente 5 vidéos, et on en a mis en ligne encore 8 pour la saison 4 de Récite-moi la fontaine, qu'on a tourné dans 6 bibliothèques prestigieuses de Genève et Lausanne, donc aussi avec des footballeurs professionnels. Et je vous dis, ces fables sont toujours aussi actuelles. Et à l'heure où on parle, où on fait cette présentation, il y a des bruits de bottes en Europe. Eh bien, figurez-vous qu'on a présenté à l'ONU une fable extraordinaire qui n'est pas très connue, qui s'appelle Phébus et Borée, que vous pouvez voir ici à côté de Bénédicte. Et cette fable nous dit cette phrase merveilleuse: plus fait douceur que violence. Plus fait douceur que violence. C'est tellement simple et c'est tellement beau. Et on voit en fait ce que nous explique La Fontaine dans cette fable avec beaucoup d'humour. On voit 2 dieux qui s'amusent avec les hommes, qui s'amusent avec des petits bonhommes, et puis du haut de leur nuage probablement. Et il nous dit en fait qu'on peut toujours résister à la violence. La violence, on peut toujours y résister d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas résister à la douceur. Et j'ai trouvé qu'aller donner ce message-là à l'ONU, à la bibliothèque de l'ONU, vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Et ça, c'est la magie une des magies de La Fontaine. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde juste quelques extraits de quelques vidéos qu'on a tournées de cette dernière saison. C'est 2 minutes de quelques extraits. Cette histoire s'appelle Le cygne et le cuisinier. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cuisinier par hasard? Facile! Facile? C'est quoi un cuisinier? De volatiles remplis. Qu'est-ce qu'il y a comme genre? Des légumes. Non, ce n'est pas des légumes. Un des 2 oiseaux qui est là, il est fait pour être regardé. À votre avis, c'est le cygne ou c'est l'oie? Le cygne. C'est juste. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Ouais. Il veut prendre l'oie, puis il est hop, elle est là. D'accord. Et il se rend pas compte. Des fossés du château faisant leur galerie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un château? Bah oui, c'est un château. Bah, tout le monde connaît un château, vous avez tous vu un château? Bah oui. Ah bah oui. Pourquoi tu aimes bien le cygne? Parce qu'il est joli. Parce qu'il est joli, exactement. Le cygne est cuisinier. Sous le regard du jeune La Fontaine, comment vous le trouvez? Pas mal du tout. Pas mal. Ah, il plaît à madame. Oui. C'est votre genre, La Fontaine. Hein? Humait l'air, respirait, était épanoui. Magnifique. C'est un des bonheurs des fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les dire, on peut les lire et puis on peut les réciter. Le rat et l'huître. Est-ce que vous arrivez à vous provoquer le goût de l'huître? Elle est là? Elle est excellente. Elle est excellente. J'en suis ravi. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres. Est-ce que vous voyez ce paysage? Absolument. On le voit, on est déjà tous à la mer, non? On sent presque les On a enfants. bientôt une huître dans la main. Oui. Mais vous le mettez en valeur, Ah, oui. c'est magnifique ce que vous faites. Ça nous fait réaimer, revivre ces fables. Bravo! Le rat et l'huître. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands. Est-ce que ce renard, il est gascon ou il est normand? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il a vu, ce renard? Des raisins. Et ils sont comment, les raisins? Vous voyez tous la scène? Vous voyez ces raisins? Fermez les yeux quelques secondes. Fermez les yeux, madame. On ne triche pas. Voilà, non. Alors, vous voyez ce qui est formidable, c'est que vous avez tous fermé les yeux.
Et vous avez tous vu les raisins, tout ça. Est-ce que certains ont vu le renard? Oui. Madame a vu le renard, vous voyez? Il n'était pas dans votre tête, mais c'est normal, il était dans la tête de madame. Le galant en eût fait volontiers un repas. Qui est le galant dans cette affaire? Il laisse passer les femmes d'avant, il fait la révérence. Ah, les hommes. Vous avez déjà eu le malheur de rencontrer un goujat? Souvent. Souvent. Oh, madame, oh là là là. Le monde est plein de goujats, non? Fit-il pas mieux que de se plaindre? Moi j'ai faim, les raisins sont hauts, c'est pas normal. Vous avez de l'expérience. Non, pas du tout, pas du tout. Non, là j'invente totalement, je joue un personnage, madame. C'est ce qui est formidable dans les fables de La Fontaine, c'est qu'il nous dit une chose dans une fable, et il nous dit le contraire dans une autre, et les deux choses sont vraies. Au revoir, merci beaucoup. Le renard et les raisins. Voilà, donc ça, c'était trois extraits, vous voyez, qui nous montrent bien le panachage de ces publics. On voit qu'on a des enfants qui sont en âge de prélecture, certains ne savaient pas lire. On voit qu'on a des retraités octogénaires, et on voit qu'on a même des personnes qui apprennent le français, qui découvrent le français, et ça marche avec tout le monde. Je vous dis, c'est le miracle de La Fontaine, c'est tellement beau, c'est la beauté parle avec La Fontaine. Et donc, pour ce 400e anniversaire, il y a ces doubles hommages qui se trouvent sur YouTube, donc Récite-moi La Fontaine, Dessine-moi La Fontaine, et puis il y a aussi, je me suis permis, puisque je ne dessine jamais dans mes présentations, je me suis permis quand même de le faire dans un petit livre pour ce 400e que j'offre aussi d'une certaine manière à La Fontaine. Vous savez, ce monsieur m'a tant donné de bonheur que je me suis dit que pour son anniversaire, il fallait vraiment le célébrer. Et je me suis permis d'illustrer 17 des 34 fables qu'on a maintenant sur YouTube. Il y a plus de 45 vidéos qui sont disponibles sur YouTube parce qu'on a en plus des conférences avec des personnalités comme Frédéric Lenoir ou Metin Arditi ou Martina Chiba qui sont en ligne et disponibles toujours gratuitement à tout moment. Merci Fiammi. Et c'est vrai que je me disais, c'est dommage, il manque un dessin en direct dans ces vidéos, c'est le dessin du dessinateur Fiammi. Parce que tu nous as dit que tu aimais notre travail, mais je voulais te dire que moi aussi j'aime beaucoup ton travail et ton trait, ton humour. Et donc je suis très contente de me trouver avec ce petit livre que je vais regarder Merci tranquillement. Beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil à vous. Merci encore au Club Suisse de la Presse pour ce double accueil, encore une fois. Merci à vous toutes et à vous tous aussi pour cette présentation, pour cette implication sur La Fontaine. Et puis, puisque Fiammi vous a été frustré de dessin, moi je vais vous donner une option, une proposition pour vous rattraper. Et au lieu de signer simplement notre livre d'or, vous allez le faire en public, là, maintenant. Vous allez nous faire un petit dessin sur un petit La Fontaine, vite fait. Et puis ensuite, on fera vite tourner le livre d'or. Et puis, je compte sur votre trait rapide et aiguisé pour nous illustrer ce livre d'or. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On gardera en tout cas un bon souvenir de La Fontaine et encore un meilleur souvenir de vous toutes et tous, parce que c'est un travail remarquable qui a été fait là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.